Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Leggett Platt? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, notre analyse ici sera basée sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moyen, le nombre d'actions, la dette nette ainsi que la qualité du dividende. Donc, ce sont ces éléments-là que je vais essayer de rechercher ici. Donc, sur le revenu, ici, je recherche la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, quand je regarde ici sur Morningstar, je constate ici que sur les 10 dernières années, donc en prenant comme base décembre 2021, nous avons 3% de croissance. Sur les 5 dernières, 6%. Et sur les 3 dernières, 5%. Donc, la croissance tend, entre parenthèses, à décroître. On peut également constater ici qu'en 2020, nous avions une décroissance en termes entre 2019 et 2020. Donc, avant la période de la pandémie, parce qu'à la fin de la journée, il faut toujours prendre ça en considération, nous avions plutôt sur les 10 dernières années 4,52%, sur les 5 dernières années 4,67% et sur les 3 dernières 8,22%. Attention, il ne suffit juste pas de regarder, ok, on a de la croissance, c'est bien. Non, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a de la croissance. Est-ce que c'est une croissance organique? Est-ce que c'est une croissance par acquisition? C'est très, très important. Moi, je peux constater ici que nous avons une croissance, nous avons une acquisition à cette période-ci parce que pendant 10 ans, on a presque 0,46 ici, presque zéro. À la fin de la journée, à partir de 2019, on a une croissance de 11%, moins 9 ici, plus 18 ici. Donc, il faut se poser les bonnes questions. D'accord? Comment est-ce que cette entreprise est impactée par la période actuelle? Et déjà, ça commence par savoir ce que l'entreprise fait. Donc, grosso modo, c'est une entreprise qui est impactée par je pense que par le secteur de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'elle vend essentiellement des produits qui sont destinés à la fabrication de matelas, de meubles de canapés ou bien de chaises de bureau ou encore de véhicules vous voyez les sièges automobiles également, elle a des produits pour ça, et également pour les sièges pour les avions, etc. Donc c'est tous des entreprises cycliques à la fin de la journée. Donc à la fin de la journée, si les consommateurs ou bien si les clients ne vont pas bien, il est tout à fait normal que nous puissions également être en difficulté. Donc, c'est très important de savoir ce que l'entreprise fait. Donc, je vous laisse aller découvrir ce que l'entreprise fait. Donc, ici, c'est un dividende aristocrate, d'accord? Donc, elle fait croître ses dividendes depuis plus d'une quinzaine d'années ici. Je pense que c'est 25 ans pour être dividende aristocrate. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'investir dans une compagnie qui a la possibilité de pouvoir au moins maintenir les revenus ainsi que les marges, d'accord? Donc, quand on regarde ici en termes de revenus, en termes de volume, qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici, je prends en termes de volume les volumes des 12 derniers mois et je vais les comparer aux 3 dernières années. On va voir ici ce que ça nous donne. Donc ici, sur les 12 derniers mois, on a 5 milliards 24. Comparé à l'année 2019, on a une certaine croissance. Donc quand on regarde cela à long terme, d'accord, ça nous donne ici combien? Donc je prends ici les revenus parce que je vais essayer d'identifier, est-ce qu'on a des revenus qui sont stables ou croissants? D'accord? Donc, c'est ce que je recherche. Si on a une décroissance des revenus, ça ne m'intéresse pas, mais je dois prendre cela en note. On considère ceci. En 2019, on a eu des revenus à peu près de 4 milliards 752. Ici, on a eu des revenus à peu près de 4 milliards 200. Et en 2021, on a des revenus presque 5 milliards par là. Donc, on constate qu'entre 2009 et 2021, on a une croissance des revenus. D'accord? Mais ici, entre 2006 et 2009, pourquoi est-ce qu'on a une décroissance des revenus? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que si on ne sait pas pourquoi on a une décroissance des revenus ici, ça pourrait revenir dans le futur. Donc c'est très important de savoir pourquoi. Donc ici, en termes de revenus, j'ai essayé également de regarder les rapports financiers. Le management prévoit, et je dis bien le management prévoit, et c'est toujours à prendre avec des pincettes. Donc il prévoit à peu près 5,3 à 5,6 milliards d'ici la fin 2022, pour l'année 2022. Personnellement, je vais prendre 5 milliards. Parce que je constate ici une chose. Nous avons une entreprise qui est en croissance sur les dernières années, mais il faut savoir, la croissance est due à quoi? Est-ce qu'on a une croissance par acquisition ou bien on a une croissance ici organique? Quand je regarde les états financiers de la compagnie ici, je peux constater une chose. Alors, je cherche ici la période en question. Voilà, je clique sur les acquisitions. Alors, je constate ici qu'en 2019, nous avons fait une acquisition de près d'1 milliard de dollars. 1 milliard, ça a un impact positif sur une compagnie. D'accord? Je peux comprendre qu'en 2020, on n'ait pas d'impact positif parce qu'il y avait la période de la pandémie. Mais en 2021, on a carrément un impact positif parce que quand vous regardez ici, croissance des revenus, d'accord? 5 milliards, 5 milliards 24, 5,24.
Faites très, très attention ici. C'est quelque chose à prendre en considération. Donc, pour les revenus, ici, je prendrai 5 milliards parce que je n'ai pas envie d'avoir le... Je veux avoir le moins de tort possible. Je ne veux pas avoir précisément raison. Je prendrai 5 milliards. Si vous êtes très optimiste, prenez ce que vous voulez. L'essentiel ici, c'est de se dire ceci. Est-ce que les revenus actuels sont stables au moins pour les 5 à 10 prochaines années? Je ne veux pas investir dans une compagnie qui a 5 milliards aujourd'hui, demain aura 3 milliards, après-demain 7. Non. Je veux la stabilité avant tout. Donc, je prendrai 5 milliards, d'accord? Pour la croissance des revenus, je vais mettre 0, d'accord? Quelqu'un d'autre pourrait ajouter la croissance. Ça, c'est par rapport à vos lectures. De toutes les façons, les chiffres ici, c'est 50% du travail. Le 50% restant, c'est l'analyse de ce que le management pense de ces chiffres-là. Pourquoi est-ce qu'on a une croissance des revenus? Pourquoi est-ce qu'on a une croissance des marges? Quelle est la stabilité à long terme du management ici? Est-ce qu'on compte se séparer? Est-ce qu'on compte faire des acquisitions? Quelle est la taille du marché? Ça, ce sont les questions que vous devez regarder, auxquelles vous devez répondre dans les rapports financiers. Non, sans oublier pourquoi est-ce qu'on a une décroissance des revenus entre 2007 et 2009? D'accord? Donc, au niveau des free cash flow, je vais comparer ici les free cash flow par rapport au bénéfice net ici. Donc, quand je vais regarder qu'est-ce que ça me donne ici au niveau des free cash flow. Alors, ça va pas être bien long. Voilà. Donc ici, j'essaie de rechercher une certaine stabilité. Donc au niveau des free cash flow ici, je constate ceci. Alors, nous avons à peu près 10, 8, 7, 6, 11, 7%, à peu près 11, 6%, 11, 12. Donc on est à peu près supérieur à 8% ici. D'accord? Bon, sur les dernières années, c'est à peu près inférieur à 8%. Mais quand on va regarder les net income, parce qu'il faut essayer de juger quelle pourrait être la marge minimum ici. Je ne veux pas avoir la marge maximum. Je veux avoir le minimum du minimum. Quand bien même l'accent ne se passe pas bien, qu'est-ce que je peux avoir au moins comme marge quand l'entreprise opère de manière normale? Donc, je peux constater ici que 7% pourrait être correct. Sur les 5 dernières années, on a 7% en tout cas. Et je pense qu'on peut prendre 7% ici correct. Si on a plus que 7%, tant mieux. D'accord? Mais les marges tendent à être aux alentours de 7%. Donc, je vais prendre 7% en termes de marge. Voilà. Pour les PER, sachant que nous sommes dans une entreprise qui est un dividende aristocrate et également qui est dans un secteur qui vend des produits destinés à des clients qui exercent dans les secteurs cycliques automobiles, secteur de l'ameublement, également secteur aéronautique, c'est cyclique. C'est tout à fait cyclique. Quand on regarde ici, ils sont dans Consumer Cyclical Furnishing, Fixture and Appliance, donc, ou Appliance, c'est comme vous voulez, vous le dites en français, en anglais, ce que vous voulez. Donc ici, c'est quelque chose de très cyclique. Donc généralement, comme je vous l'ai dit, on peut aller sur Guru Focus pour essayer de voir où est-ce qu'on se situe généralement. Donc je vais sur Guru Focus. On va aller chercher, c'est une compagnie américaine, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est une compagnie américaine qui a fait l'essentiel de son business en Amérique. Bon, ici, c'est l'essentiel de son business, c'est en Amérique, donc on va aller sur Amérique ici. Alors, je recherche ici Consumer Cyclical, d'accord, pour essayer de déterminer les PER. Furnishing, Fixture and Appliance, donc OK. Voilà. Donc ici, la marge des PER ici, enfin, en termes de PER, on peut prendre ici, voilà, le minimum, la moyenne peut être située à vue d'œil. Hein, la moyenne peut être située à 17 fois les bénéfices ici, 20 fois les bénéfices par là. Donc, moi, je prendrais 20 fois les bénéfices directement. Je n'essaye pas d'avoir précisément raison, je veux avoir le moins de tort possible. Je vais prendre 20 fois les bénéfices. Si vous pensez que ça s'échangerait à moins que ça, allez-y. Mais supérieur à 20 fois les bénéfices, je pense qu'il faut commencer à réfléchir un tout petit peu, d'accord? 20 fois les bénéfices, c'est assez prétentieux déjà, d'accord? Je vais mettre 20 fois les bénéfices juste parce que c'est un dividende aristocrate et que les gens ont tendance à payer n'importe quoi, ont tendance à donner des multiples très, très élevés par rapport à cette entreprise-ci. Donc, je peux également constater ici, par rapport à son historique, à elle-même ici, à combien est-ce qu'elle se vend généralement, à combien est-ce qu'elle s'échange généralement par rapport à ses bénéfices nets. Donc, on va regarder ça directement. Je vois ici, voilà, 31, 20, 18, 19, 22, 26, 14, 11, 19, 19% sur les 5 dernières années. Voilà, on peut se dire 19%, 19 fois les bénéfices plutôt. Donc, je vais mettre ici 20 fois les bénéfices pour être gentil. Nombre d'actions. Alors, nombre d'actions directement ici, je peux aller voir, quel est le nombre d'actions sur ce logiciel. Alors, ça va pas être long. Donc, on valide ici Summary. Donc, quel est le nombre d'actions ici en date d'aujourd'hui? Quand je dis en date d'aujourd'hui, c'est jusqu'en décembre 2021, parce qu'il faut toujours regarder la période,
quelle est la date ici, quelle est la période à laquelle nos données prennent voilà. Quel est le minimum ici ou bien le maximum en termes de période. Donc ici, nous sommes en décembre 2019, d'accord, donc 136 millions d'actions ici. On peut également aller regarder sur Yahoo Finance ici. Qu'est-ce qu'on constate sur Yahoo Finance? On est à peu près à combien? Voilà, 134 millions. C'est une entreprise qui rachète ses actions. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on ait un nombre d'actions un tout petit peu moins élevé dans le futur. Donc, sur ce logiciel-ci, on nous donne 134 millions d'actions. On va mettre 134 millions d'actions, juste pour faire simple. À la fin de la journée, ça ne change pas grand-chose. Qu'on soit à 134, 136 ou bien moins que 134. Sauf si on est peut-être à 75, bien sûr. Au niveau de la dette nette, valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. C'est le ratio que vous devez faire. Mais attention, parce qu'également, on ne sait pas quel est parfois, certains agrégateurs prennent en considération les loyers. Donc, il faut aller regarder ça de manière individuelle. Donc, quand je vais ici sur Yahoo Finance, ici, donc, au niveau de Leggett & Platt, donc, quelle est la dette nette? Nous avons une dette nette ici de 1,777 millions. Donc, on va prendre ici 1777.1. D'accord? La qualité du dividende, on va revenir à la fin de la vidéo. Donc, on a tous les éléments nécessaires. Ici, on nous met voilà, on a à peu près une dette ici de 1,9 milliard. OK. Soit à la fin de la journée, ça ne va pas. Voilà, on va les faire manuellement. Je prends 20 fois les bénéfices, sans croissance. D'accord? Quand on dit ici 7% de 5 milliards, c'est combien? C'est 35 milliards. 35 millions plutôt. J'ai un problème avec les milliards aujourd'hui. Donc, 0,07, ça fait ici 350 millions. Multiplié par 20 fois les bénéfices, ça donne combien? On a 7 milliards. Moins la dette nette, qui est de 1,777,1. D'accord? Enfin, on peut dire ici 1,777 millions. Donc, ou bien ici 1,777 millions 100 000, si vous voulez. Donc, on va le faire comme ça. Ça donne ici 5 milliards 222 ou bien 223, comme vous voulez. Vous pouvez l'arrondir. Donc ici, je divise par le nombre d'actions à 134 millions d'actions. On est à combien? 39 $ l'action. La valorisation de cette entreprise sera aux alentours de 39 $ l'action. Sans croissance, en prenant en considération 7% de marge bénéficiaire pour les free cash flow, 5 milliards en termes de revenus, avec un PER de 20 fois les bénéfices, nombre d'actions 134, dette nette de 1,777 milliard, ça donne ici une valorisation de 39 €. D'accord? En date d'aujourd'hui, Leggett & Platt cote à combien? À 36 $, 36,55 par action. Donc, nous avons ici un rendement de free cash flow, un rendement de dividende de 4,82%, une capitalisation boursière aux alentours de 12,34, donc un PER de 12,34. Ça ne veut pas dire que c'est sous-évalué. Il faut toujours prendre en considération la dette. D'accord? Si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow en termes de dividendes, combien est-ce que vous aurez en date d'aujourd'hui? Vous aurez aux alentours de, donc on fait ici 4,880, on aura aux alentours de 7,27%. Mais attention, nous avons également une dette nette ici. Donc, quand on prend la valeur d'entreprise ici en prenant en considération la dette, nous avons une valeur, vous avez une capitalisation boursière ici de combien? Nous avons une capitalisation boursière ici de 4 milliards 880 plus une dette nette de 1 milliard 777.1, si vous voulez. Ça fait ici 6 milliards 657. Donc, quand on prend 350 divisé par 6 milliards 657,1 millions, ça représente ici à peu près 5,25%, d'accord, de rendement. Donc, techniquement, quand on prend en considération la dette nette, on ne dira pas qu'on a une entreprise sous-évaluée ici. L'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Si on ne prend pas en considération la dette, on aura une entreprise qui pourrait représenter une opportunité d'investissement. Mais je conseille toujours, j'encourage toujours le maximum de personnes à prendre en considération la dette. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les relais de croissance? Pourquoi est-ce que les revenus pourront au moins être de 5 milliards et plus? Est-ce qu'on aura des marges de 7% et plus? Est-ce que la dette ici va tendre à diminuer dans le futur? Oui, le dividende ici, il est safe, mais quand vous investissez dans cette compagnie-ci, ne vous attendez pas à plus que 5,25% quand on prend en considération la dette. D'accord? Idéalement, sans dette, on pourrait aller plus loin que ça. Donc, faites très attention quand vous allez investir dans cette compagnie-ci. Le prix n'est pas mauvais, mais voilà, si vous voulez traiter une action comme une obligation, voilà, c'est correct. C'est une belle entreprise qui met dans une watchlist, d'accord?
Mais en termes d'opportunités d'investissement, vous savez que sur Top Invest, on aime avoir le maximum possible parce qu'ici, on ne nous presse pas pour acheter des entreprises. On achète uniquement quand la qualité est sous-évaluée. D'accord? Donc ici, idéalement, j'aimerais acheter cette entreprise à l'entour de 20 dollars à l'action. Ça, c'est mon prix parce que je vise un rendement au moins, par le rendement du dividende, je vise un rendement au moins au niveau de la performance, donc du prix de l'action, la différence entre la valeur et le prix de 50%. Donc, sur 5 ans, si cette valeur-là, si le prix arrive au moins à revenir au niveau de la valeur, je pourrais avoir un rendement de 15%. Donc, je prends toujours une période de 5 ans parce que je sais qu'on ne peut pas faire des prévisions sur 1 an, 2 ans, bon, 1 an, 2 ans ou bien 3 ans. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre en considération. Et surtout quand on se donne un horizon de temps plus long, ainsi qu'une marge de sécurité plus élevée, ça nous permet de faire le moins d'erreurs possible. Parce que je peux ici décider que l'entreprise est une opportunité d'investissement. Après, je me rends compte que, oh, attention, nous sommes dans une industrie cyclique. Donc, très attention par rapport à ça. Lisez vos rapports financiers. Ne vous basez pas juste sur la croissance du dividende. Oui, il est safe. Il peut continuer à croître, mais n'allons pas au-delà de 5,25%, en tout cas avec le niveau de dette actuel. D'accord? Ce n'est pas que l'entreprise ne peut pas rembourser sa dette, mais le niveau d'endettement ou la structure financière nous empêche normalement d'aller au-delà de 5,25% si on veut continuer à être correct au niveau de nos obligations financières. Donc, ceci n'est que mon avis. Vous pouvez avoir un avis totalement différent, mais je vous encourage vivement à toujours lire les rapports financiers avant de prendre vos décisions d'achat et avant de prendre vos décisions de vente. D'accord? C'est très, très important. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.